1954, le Japon dévoile au monde une créature inimaginable, un monstre gargantuesque qui va envahir les écrans de cinéma japonais jusqu'à aujourd'hui. Ce reptile radioactif est l'héritage direct du traumatisme laissé aux Japonais par le largage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki par les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Godzilla va énormément muter au cours de ses 80 ans d'existence, créant un nouveau genre, le Kaiju Eiga, et aussi amenant avec lui plein de nouvelles créatures comme Mothra, Gamera ou même King Ghidorah. Les Kaiju vont même s'exporter dans les années 90 aux États-Unis, ce qui va amener à la création du fameux Monstroverse que l'on connaît, avec des multiples affrontements entre Godzilla et King Kong. Cependant, le Japon n'est pas en reste, avec des films récents comme Shin Godzilla ou Godzilla Minus One qui redéfinissent les origines du monstre géant. Aussi, si Godzilla est sur nos écrans depuis plus de 80 ans, nous, on a une chance incommensurable. Cette chance, c'est que les kaiju restent des créatures de fiction, que l'écran fait toujours office de barrière entre nous et leurs rayons laser dévastateurs. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans un monde parallèle, un monde où l'humanité doit faire face depuis des dizaines d'années, doit lutter contre les kaiju et même contre les répercussions de leurs combats. Bienvenue dans l'univers monstrueux de l'Analogorror Project Monster. Project Monster nous emmène donc, comme je l'ai dit, dans un univers presque similaire au nôtre, à la différence que l'humanité est en guerre permanente contre les kaiju. Enfin, plutôt que guerre, je devrais dire que l'humanité est témoin des multiples destructions causées par les combats titanesques de ces monstres. L'humanité tentant de comprendre tant bien que mal comment survivre dans ce monde qui n'a l'air plus fait pour eux, tant les incidents causés par ces créatures provoquent des dizaines de milliers de morts par simple dommage collatéral. Commençons donc notre expédition à travers cet univers parallèle grâce à la première vidéo proposée par le Project Monster, The Griffon. La vidéo s'ouvre sur un logo, celui de l'UNGCC, pour United Nations Godzilla Countermeasure Center. Un panneau nous annonce que la vidéo a été montée pour des raisons de compréhension et est interdite de toute reproduction. Par la suite, on comprend que la vidéo nous emmène à New York le 27 novembre 1994 et nous indique qu'on va y voir les sujets 1, 16 et 25. Une voix nous explique que le sujet 25, ou Griffon, est apparu en Utah avec l'arrivée d'une météorite. On a perdu sa trace pendant 3 jours, puis il est finalement arrivé à New York où sa présence a attiré la venue d'un autre kaiju. Différents extraits de vidéos nous sont alors montrés, des images d'hélicoptères, des extraits de journaux TV et même de la vidéo amateur. On assiste alors à un combat en plein Manhattan entre le Griffon et ce fameux autre kaiju. Le Griffon domine très largement et met même ce qu'on suppose être le sujet numéro 16 hors d'état de nuire. Et alors que le Griffon semble dominer la ville, Godzilla arrive soudainement et attaque le Griffon. Le combat reprend alors de plus belle, les deux kaiju s'affrontent à coups de rayons laser, d'électricité et surtout détruisent de nombreux bâtiments dans leur sillon. Soudainement, le sujet 16 se réveille et rejoint le combat contre le Griffon, s'alliant à Godzilla. Finalement, Godzilla et le Griffon se lancent un rayon laser ultime qui provoque une immense explosion. Après un noir, on découvre de nombreux restes en ville, puis le sujet 16 et Godzilla partent à nouveau vers la mer. Un dernier plan nous montre la tête du Griffon empalée sur la statue de la Liberté. Un panneau apparaît pour nous montrer l'analyse de cette attaque et surtout ses conséquences catastrophiques en termes de bilan humain. Cette première vidéo, elle amène déjà beaucoup de questions. Déjà, est-ce que tous les kaiju de cet univers viennent de l'espace, comme le numéro 25, le Griffon? Et puis, on nous parle du sujet numéro 25 pour le Griffon. Est-ce qu'elle veut dire qu'il y a eu au moins 25 accidents du même genre? Et puis il y a ce détail à la fin. Sujet capturé 1. Sauf que, on a bien vu que Godzilla et que le sujet numéro 16 étaient retournés quasiment indemnes dans l'eau et qu'ils n'ont pas été capturés. Donc ça veut dire que le sujet qui a été capturé, c'est le Griffon. Mais il est mort. C'est juste l'état d'un cadavre. Qu'est-ce que l'UNGCC va faire d'un cadavre? Et puis en fait, l'UNGCC, on a bien compris que c'était pour lutter contre Godzilla, mais ça a été créé quand en fait? Genre quand est-ce que ce phénomène des kaiju a commencé? Puisque en 94, il semble assez établi. Ça nous fait beaucoup de questions, mais heureusement, on va avoir pas mal de réponses avec la deuxième vidéo du Monster Project, Living with Monster.
La vidéo nous introduit donc à la bombe hydrogène et comment cette dernière a introduit une nouvelle ère, l'ère des monstres. Par la suite, un homme nommé Gene Maldonado arrive devant un rideau, nous posant la simple question de comment cela a vraiment commencé. Le titre Living with Monsters apparaît, puis un nouveau panneau, Histoire de la superfaune, et le copyright nous indiquant donc l'année 1961. Le présentateur nous dit que l'histoire des monstres remonte à 7 ans auparavant et qu'il y a eu 17 incidents avec seulement 5 sujets. Godzilla, Anguirus, Kanira, Gorgo et Manda. Gene explique alors que les monstres semblent avoir existé depuis la nuit des temps, mais l'humanité fut vraiment introduite aux monstres grâce au film King Kong réalisé par un certain Carl Denham, qui est dans cet univers non pas un film de fiction, mais un film documentaire. Carl Denham avait même amené 2 cadavres de Skull Island comme preuve de l'existence de cette île avec ses dinosaures et surtout son singe géant. Mais les vrais problèmes ont commencé 4 ans plus tard, lors des essais nucléaires sur le Bikini Atoll, alors qu'un énorme reptile va s'échouer sur les côtes japonaises, le premier Godzilla. C'est à ce moment que les scientifiques créèrent le groupe des superfaunes pour classer ce genre d'animaux de manière scientifique. Gene révèle aussi que de nombreux villages de pêcheurs japonais étaient déjà au courant depuis plusieurs années de l'existence de ce genre de monstre, sans le révéler au monde, et qu'un culte nommé Kaijukai existait, sacrifiant ses membres pour satisfaire la faim de créatures de l'ampleur de Godzilla. Cependant, les Japonais verront rapidement qu'un autre Godzilla se dirige vers eux, et vont construire en prévention un mur anti-Godzilla. Cependant, le nouveau Godzilla est arrivé et il était beaucoup plus grand. La créature finit par détruire Tokyo, et aucune arme humaine n'était de taille contre lui. Cependant, le professeur Kyohei Yamane théorise alors que le premier cadavre était en fait le fils du monstre ayant attaqué Tokyo, et que c'était les lumières de Tokyo qui avaient énervé cette créature titanesque. Aussi, lorsque le monstre sembla revenir vers la ville, toutes les lumières furent éteintes et Godzilla épargna la ville. Les Nations Unies lancèrent à la découverte de cette créature l'opération Kismet, pour détruire Godzilla en l'attirant dans l'océan et en le bombardant avec une bombe H. Bien que causant beaucoup de pertes humaines et matérielles, le plan fut apparemment un succès, puisqu'après, Godzilla fut assez inactif. Cependant, peu de temps après, c'est bien le sujet numéro 2, Anguirus, qui attaqua Okinawa, se dirigeant rapidement vers Tokyo. Et la raison de cette attaque était toute simple, Godzilla était toujours vivant et attendait Anguirus pour un combat. Des vidéos d'archives nous montrent alors les 2 titans s'affronter. En fait, on est là face au premier vrai combat entre superfauna de l'histoire de cet univers. Ce combat résulta sur la victoire de Godzilla, qui provoqua la fuite immédiate de Anguirus jusqu'en Nouvelle-Zélande où il reste maintenant une menace constante. Les scientifiques découvrirent en étudiant les restes du combat que les superfaunas semblaient être faits pour se battre, l'armure de Anguirus pouvant résister aux rayons atomiques de Godzilla. Par la suite, de nombreux nouveaux incidents arrivèrent. Au Chili, on remarqua des libellules géantes au sein d'un volcan, mais laissant présager sûrement une libellule encore plus grande. À Hawaï, le crabe Kanira fit beaucoup de dégâts. Dans l'océan Atlantique, on remarqua le reptile Gorgo. Et enfin en Chine, une sorte de ver géant nommé Manda. Le professeur Yamane théorisa alors que ces réveils successifs furent provoqués par les différents essais nucléaires dans l'océan Pacifique qui se sont répercutés dans les pays aux alentours. Cependant, le plus gros problème, c'est bien que la présence de ces nombreux superfaunas dans ce territoire amène à de nombreuses guerres de territoire entre les titans. Le seul point positif était en fait que certaines parties de l'ADN de ces superfaunas provoquaient une sorte de rayonnement qui a amené à un grossissement intense de certaines nourritures. Bon, un mal pour un bien, j'ai envie de dire. L'UNGCC fut alors créé par les Nations Unies pour lutter contre les différentes attaques des titans et étudier tout ce qui avait attrait aux superfaunas et surtout créé pour protéger le plus possible de ces créatures presque mythologiques. La vidéo se termine alors sur Gene qui nous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo Living with Monsters. Bon, déjà cette vidéo elle répond à pas mal des questions qu'on se posait suite à la vidéo sur le griffon. Déjà on comprend pourquoi les Nations Unies ont créé l'UNGCC. Il s'agit non pas seulement de protéger les dizaines de milliers de civils pouvant être atteints
par les attaques de ces titans, mais également d'étudier les titans et la superfauna pour essayer de comprendre les raisons de leur attaque et surtout d'anticiper ces attaques pour éviter qu'il y ait encore plus de morts qu'il y ait déjà. On comprend du coup pourquoi l'UNGCC a récupéré le cadavre du griffon. Comme on l'avait présumé, on comprend aussi que les numéros de sujets correspondent à chaque superfauna différent. Et du coup, on comprend qu'en l'espace d'à peine 30 ans, puisque Living Wind Monster a été monté en 61 et que le dossier The Griffon, lui, date de 94, 19 autres superfaunas sont apparues dans le monde, causant sûrement autant de dégâts faramineux vu ce qu'on a vu déjà dans les 2 vidéos là qu'on vient de voir. Et en plus de ça, on a un petit peu un début de réponse sur ce qui a provoqué l'apparition de ces superfaunas. Visiblement, c'est bien l'activité humaine nucléaire et surtout les tests de bombes qui ont fait en sorte que des créatures plus ou moins normales, je ne pense pas qu'on peut appeler Godzilla une créature normale, ont muté et évolué pour devenir encore plus titanesques. Cependant, ça pose évidemment la question de pourquoi le griffon, lui, est arrivé par une météorite. Ça, on c'est pas vraiment la réponse. Mais on peut aussi se demander si, au final, si c'est l'activité humaine qui a provoqué l'activité de ces superfaunas, est-ce que les étudier trop ne pourraient pas en créer d'autres? Et passons justement à la dernière vidéo qui est sortie pour l'instant concernant le Project Monster, Shelter 54 ou Abri 54. Shelter 54 ou Abri 54 nous ramène au 14 juin 1989 en Floride, soit 5 ans avant l'attaque du Griffon. Le rapport nous indique qu'une série d'erreurs va amener en très peu de temps à des milliers de morts et du coup le titre apparaît. Nous remontons plusieurs jours avant l'incident de l'Abri 54 dans la Florida Everglades avec une nature encore très luxuriante. Cependant, on nous montre qu'une fuite d'un tuyau du groupe de recherche génétique Biomajor va atteindre une espèce de moustique de l'Everglade et la faire grossir de manière exponentielle. C'est en examinant le sujet 17 que les moustiques vont être alors découverts pour la première fois, et une équipe scientifique va être dépêchée pour suivre cet essaim qui va se déplacer de superfauna en superfauna, se nourrissant de leur sang. Ce sujet 18 est donc appelé Skythera, et les Skythera retournent finalement rapidement en Floride, où ils attirèrent l'attention du fameux sujet 16, et évidemment une bataille commence. C'est ici que débute réellement l'incident de l'abri 54. Un abri prévu en cas d'attaque de superfauna, censé pouvoir contenir plusieurs dizaines de civils, mais contenant également des cultures, afin que s'il y a un confinement prolongé, les gens ne meurent pas de faim. Au moment de l'incident, alors que des civils venaient s'abriter dans l'abri, les responsables étaient Stephen Kessler, qui parlait à un groupe dans la salle commune, et Anthony Harris, qui se chargeait de faire entrer les civils dans l'abri. Lors de la bataille, une énorme femelle Skythera fut écrasée au sol par le sujet 16, et ses organes et son sang arrivèrent jusqu'à l'abri 54. Peu de temps avant, on nous apprenait que l'abri 54 était un abri de classe C, et que par conséquent, il n'avait pas de fermeture automatique mais seulement manuelle, et c'est hélas ce qui va entraîner tout l'incident. L'entrée de l'abri fut immédiatement inondée de liquide radioactif, tuant Anthony Harris sur le coup. Stephen courut alors pour sécuriser l'entrée manuellement, mais se noya et ne put fermer l'entrée principale. On nous dévoile ensuite l'ultime appel reçu depuis cet abri. À cause de la radioactivité, l'abri ne fut exploré que 5 jours plus tard, sans vraiment d'espoir de la part des secours de retrouver une quelconque personne en vie. Cependant, dans la pièce principale, une énorme plante avait poussé et avait absorbé les humains présents, qui faisaient dorénavant partie intégrante de cette plante organique. Cette plante étrange était évidemment la fusion due au liquide radioactif entre les humains présents et les cultures abondantes qu'il y avait dans cet abri. Le nouveau dénommé sujet 19 fut transporté dans un labo de l'UNGCC près de Yokohama au Japon. C'est le docteur Shiragami, connu non seulement pour ses travaux sur les nourritures exponentielles, mais également sur les attaques de smog, qui fut chargé d'analyser le sujet 19. C'est d'ailleurs lui qui comprit que pas moins de 19 victimes étaient toujours vivantes, enfermées dans la créature.
Cependant, leur extraction de ces dernières était impossible, étant donné que chaque partie de leur corps était mélangée dans ce sujet 19. La seule personne qui pouvait alors communiquer avec les scientifiques était la jeune Erika Johnson, 17 ans, avec une machine qui utilisait les mouvements de son œil pour retranscrire ce qu'elle voulait dire. Nous entendons ensuite un enregistrement du docteur Shiragami annonçant qu'il pense avoir trouvé une solution pour compenser les dégâts causés par le smog en fusionnant le sujet 19 et de l'ADN de Godzilla, bien qu'il soit de base formellement contre cette idée. Évidemment, je vais vous rassurer tout de suite, non, vous n'avez pas loupé une partie de la vidéo ou non, j'ai pas oublié de parler d'un truc. Le smog, pour l'instant, on n'en a pas parlé dans aucune des vidéos. Donc je suppose que ça arrivera plus tard, mais on ne peut que présumer qu'il s'agit d'un accident lié à un superfauna qui a dû atteindre la faune et surtout la flore. Le 22 octobre, le docteur Shirogami fit donc son expérience et le sujet 19 devint alors une énorme rose. Erika, are you there? Yeah. I've noticed you've begun responding less and less. Is something wrong? Something bad inside. Leave. Won't leave. I'm sorry, Erika. Unfortunately, you must remain under observation a little longer. Kill me. Kill me. Kill me. Après cet incident, Erika fusionna complètement avec le sujet 19, ce qui amena Shiragami à s'isoler complètement, se sentant extrêmement coupable de n'avoir pu sauver aucune des victimes. Et malgré le refus de ses supérieurs d'euthanasier le sujet 19, le 29 novembre, Shiragami électrocuta le sujet avant de sortir pour garder la porte, mais il fut éliminé directement par des gardes. Cependant, le sujet 19 grandit soudainement, tuant 112 personnes en s'enfuyant du laboratoire. Le lendemain, le sujet 19, avec une nouvelle forme, s'était établi en plein centre de Yokohama. Un plan d'attaque fut organisé, mais non seulement le sujet 19 s'en sortit, mais en plus il commença à muter, prenant une forme ressemblant à Godzilla pour pouvoir se déplacer. Godzilla arriva et étrangement n'agressa pas directement le sujet 19, ce qui laissa hélas le temps à ce sujet d'attraper Godzilla pour absorber encore plus de ses cellules afin de muter encore plus. S'ensuivit alors un combat titanesque entre les deux créatures. Alors que le combat semblait avoir été gagné par Godzilla et que ce dernier était dérouté par les militaires vers la mer, le sujet 19 réapparut avec une nouvelle fois une forme différente, devenu plus grand et menaçant, et le combat reprit de plus belle. Bien que le combat fût cette fois bien gagné par Godzilla, le sujet 19 l'avait paralysé et il resta donc ainsi pendant 4 jours avant de retourner dans la mer et même de rester inactif pendant 3 mois. La ville de Yokohama garda des séquelles de ce combat et Biolante, le nom officiel du sujet 19, prit le contrôle de la forêt Aokigahara, le dernier lieu de combat entre lui et Godzilla, restant pacifique mais attirant malgré tout beaucoup de superfauna, dont les fameuses Chitera dont on parlait au début. Cet incident entraîna donc la fin de l'utilisation des cellules de Godzilla et tous les abris furent améliorés pour éviter ce type d'incident. La vidéo se termine sur une note bien triste, rappelant que toutes les victimes de l'abri 54 vivent encore en Biolante, incapables de vivre, de mourir, restant à jamais un souvenir sombre des erreurs passées, avant de nous montrer un nouveau tableau récapitulatif de l'incident, toujours aussi dramatique. Encore une fois, avec ces vidéos, on a un gros morceau qui éclaircit pas mal de points. On comprend que l'UNGCC
a un peu pris le contrôle de la planète Terre pendant les années 80 et les années 90, que ce soit sur le plan scientifique que sur le plan militaire. Mais on comprend que pour autant, ils n'en sont pas à 100% fiables. En effet, c'est bien leurs erreurs dans la conception des abris ou encore leur négligence par rapport aux personnes ayant des problèmes de santé mentale dans leur service qui ont amené à la création de Biollante et à son combat contre Godzilla qui a causé énormément de morts. On ressent également une énorme importance du sujet numéro 1, c'est-à-dire Godzilla. En effet, il intervient de nombreuses fois et il remporte souvent ses combats contre les autres superfaunas. On peut aussi se poser la question de savoir si les superfaunas, une fois leur territoire établi, continuent d'attaquer les humains ou d'autres territoires, ou si les humains ne restent que des dommages collatéraux dans cette conquête. Après tout, Biollante, après avoir eu la forêt, il est resté inactif, se défendant uniquement contre les superfaunas qui venaient l'emmerder. Et d'ailleurs, on voit aussi que, encore une fois, on n'a pas eu mais bien 2 sujets qui ont été faits à cause des humains. Parce que oui, s'il y a eu Biollante, c'est pas seulement à cause de l'incident, c'est aussi parce qu'il y a eu les Skytheras, et les Skytheras, ils viennent d'une fuite provoquée par une compagnie de génétique. Et évidemment, il y a cette question des attaques de smog, évoquée par 2 fois dans la vidéo, mais dont on ne sait vraiment absolument rien. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus, parce que comme j'ai dit, il n'y a que 3 grosses vidéos sur cette chaîne qui sont dédiées au Project Monster. Et vu le travail qu'il doit y avoir pour créer des vidéos de ce genre, je pense que les prochaines n'arriveront pas forcément tout de suite. Et franchement, qu'ils prennent leur temps, parce que moi, je trouve ça très bien. Et du coup, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire du Project Monster ? Le Project Monster est pour moi un des meilleurs analogues horreur que j'ai vu et sûrement celui se rapprochant le plus du genre documentaire. Alors oui, le but de l'analogue horreur, c'est pas de faire du documentaire, c'est quelque chose à part. Je prendrai bien sûrement 1 ou 2 vidéos pour expliquer pourquoi l'analogue horreur est relié au genre du documentaire et comme quoi c'est une forme d'horreur un petit peu finale pour Internet, mais c'est pas vraiment le sujet de la discussion. Et je sais pas vraiment si on peut qualifier le Project Monster de vrai analogue horreur, étant donné qu'il reprend que certains des tropes du genre de l'analogue horror et pas la totalité. Mais bon, passons. Déjà, je trouve ça super bien. Voilà, c'est bien mieux que des trucs genre Mandela Catalogue. Je suis désolé, c'est surcoté. Voilà, moi j'aime. Le mec veut s'attirer des problèmes. Bon. Déjà, je trouve que Project Monster est un superbe hommage à Godzilla et à tout l'univers des Kaiju-Eiga. Chacun des superfaunas que l'on voit est en fait un dérivé d'un des Kaiju que l'on voit dans un des dizaines de films Godzilla. Et d'ailleurs, le Godzilla de Project Monster, il a l'histoire du Godzilla de la Toho, celui de 54, mais il a le visuel de Godzilla -1 là. Lui, c'est le même. Dans la première vidéo où l'on présente le Griffon, et le Griffon, lui, il est issu d'un film de 94, un film américain, qui était censé être le premier film sur Godzilla américain, mais qui n'a finalement jamais été fait. Et l'histoire du Griffon dans cette vidéo est la même que celle que l'on devait avoir dans ce fameux film. Et d'ailleurs, le sujet 16 que l'on voit pour la première fois dans la vidéo est clairement une référence à Godzilla de Roland Emmerich, sorti en 98, et de son design très particulier. Particulier, c'est le bon mot. D'ailleurs, je trouve que c'est assez amusant dans la façon dont ils disent dans la vidéo oui, on a cru que c'était Godzilla, mais en fait, c'était pas lui. Il y a d'ailleurs souvent des petits jeux comme ça, avec notamment le tout premier Godzilla qui est tout petit, parce que le Godzilla de la Toho était petit, et que, en fait, dans l'histoire de Godzilla, évidemment, entre les années 50 et les années de 80 à 2000, les immeubles à Tokyo, ils ont énormément pris de taille. Du coup, Godzilla a eu une poussée de croissance. Du coup, le fait qu'ils disent que les Japonais s'étaient trompés sur la taille de Godzilla dans Living with Monster, je trouve ça extrêmement amusant en rapport à l'histoire de Godzilla. L'histoire de Biollante est également inspirée du film Godzilla vs Biollante qui date de 89. Et d'ailleurs, toutes les actions que l'on voit dans les vidéos sont basées sur les films en question. Griffon, c'est en 94, comme le film qui devait sortir en 94. Biollante en 89, comme le film qui date de 89. Et on peut même voir à travers les différents stades d'évolution de Biollante
une référence à Shin Godzilla, un très bon film qui date de 2016, mais qui, vu l'apparence de Godzilla que Project Monster a donné, on ne pouvait pas le faire retranscrire, cette même apparence avec sa bouche qu'on voit là, qui s'ouvre comme ça. Et ben, avec un petit peu de malice, ils l'ont fait avec les stades d'évolution de Biollante. Aussi, je trouve qu'on ne peut que apprécier de la part des créateurs cette ambition de vouloir caler à peu près toutes les timelines de Godzilla, et bon Dieu qu'il y a l'air d'en avoir énormément, dans un seul et même univers, en réussissant même à y intégrer King Kong d'une façon qui est plutôt bonne, même s'il est là un peu en caméo, c'est quand même très bien introduit. Et d'ailleurs, tout ça est réalisé par une équipe américaine, mais qui ne prend pas le défaut que l'on voit très souvent des Américains, de tout situer aux États-Unis. Je veux dire, même Biollante est redirigé au Japon. On sent un vrai respect de la part de l'œuvre originale, en voulant d'ailleurs retransmettre les mêmes thématiques que ces films. Comme évidemment le traumatisme de la bombe H, ou encore toutes les erreurs qui sont le fruit principalement de l'humain, des armes humaines ou même de l'administration humaine comme dans Shin Godzilla. Et évidemment, j'allais pas terminer la vidéo sans parler de la totale réussite du genre documentaire ici. On a vraiment tout pour faire un très bon documentaire, que ce soit des fausses archives, des reconstitutions en 3D ou bien une voix off lourde et oppressante, ainsi que des explications mais qui restent assez vagues pour étayer le mystère autour de l'UNGCC et des superfaunas. Et même si la 3D des scènes censées être filmées en prise de vue réelle et ne pas être en 3D est pas forcément tout le temps incroyable, déjà je trouve qu'elle s'améliore pas mal au fil des épisodes et moi personnellement ça me dérange pas. Je trouve que ça fait un petit peu aussi côté reconstitution un petit peu plus réaliste qu'on essaie de vous donner, même si c'est pas le but qui est donné. Moi je trouve ça fascinant en fait, juste d'avoir voulu faire son univers Godzilla avec un peu les moyens du bord. Je trouve également que l'aspect documentaire permet beaucoup de remettre le point de vue humain sur les superfaunas, de montrer à quel point ces derniers sont des êtres titanesques qu'on ne peut limite pas appréhender. Je trouve que ça leur donne une aura beaucoup plus impressionnante, limitant du coup les gros plans sur les visages ou tout ça, parce que ce ne serait pas possible. La seule fois où on le voit, c'est dans The Griffon, et justement je trouve ça très impactant. Et encore une fois, l'aura de ces monstres en est bien plus mystifiée, contrairement du coup aux mêmes itérations de ces monstres dans le Monsterverse. Et enfin, je trouve ça vraiment remarquable que cette équipe a réussi à se diversifier autant de fois. En effet, on voit que sur chacune des 3 vidéos, on a une forme différente. Et moi, je trouve ça vraiment fascinant. Et j'espère qu'ils vont continuer sur cette voie. D'ailleurs, moi, je veux clairement les suivre avec grande attention et je vous encourage à faire de même. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que ça vous a plu déjà. Moi, ça m'a vraiment plu de découvrir cette série un peu analogue horror, un peu documentaire, un peu fan footage. Et franchement, ouais, j'ai bien kiffé découvrir ça. C'est pour ça que j'ai direct écrit la vidéo. Alors, je sais que j'étais pas censé faire cette vidéo, je vous l'avais pas dit la dernière fois. J'étais censé faire une vidéo sur un film de Shiraishi et elle arrive, je vous garantis. Mais le truc, c'est que je veux qu'elle soit bien faite déjà. Et en plus, il y a d'autres films qui m'ont marqué où j'ai l'impression qu'il faut que j'écrive dans l'instant et tout. Comme ça, j'écris dans l'instant, machin. Et je raconte n'importe quoi, c'est fou, Et pourtant, j'essaye. Bref, donc du coup, la prochaine vidéo ne sera pas toujours celle de Shiraishi. Et ni une des vidéos que j'avais annoncées la dernière fois. Elle sera sur un film en fan footage ou un peu en documentaire, un petit peu un mélange des deux, que j'ai beaucoup apprécié récemment. Et pour autant, ce ne sera pas elle la prochaine, parce que je pense qu'il y aura les vlogs de On vous ment d'abord. Parce que je vais à On vous ment, oui, en fait, oui, mais je vous ai pas dit. On vous ment, c'est un festival de documentaires qui se passe à Lyon tous les ans, et cette année, c'est la 10e édition. Alors déjà, il y aura plein de réals incroyables, comme Jean-Teddy Philippe qui a fait les documents interdits dont on a déjà parlé sur la chaîne, ou encore Leslie Manning qui a fait Ghostwatch, et franchement, c'est super cool, et il y aura plein de films en compétition, des courts-métrages comme des longs. Donc, vu que j'y vais et que visiblement j'ai une caméra, je vais faire en sorte d'essayer de vous vloguer tout ça. Donc, j'ai jamais fait de vlog, donc on verra si c'est bien. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end parce que généralement j'arrive à sortir mes vidéos le vendredi et j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et puis on sera en mois de mai, donc bientôt, donc des bons ponts. Bref. Salut!